ceux qui sont anti-simulateur diront ouais, le simulateur tu pèses sur reset et puis tu es de nouveau dans les pit lanes. Bien sûr, on n'a pas la peur, on n'a pas de sensation, j'ai jamais eu peur sur un simulateur, même qu'il soit poussé à un niveau extrême. Par contre, on a ce stress de vouloir bien faire, cette tension, cette adrénaline de la course. Ouais. Ça, on l'a, ça c'est clair. Sim racing et course réelle, à quel point les jeux de simulation et le matériel grand public auquel on peut avoir accès aujourd'hui sont proches de ce qu'on peut vivre dans une vraie voiture de course ou sur un simulateur pro? Qu'est-ce qui est le plus réaliste et comment les pilotes professionnels utilisent le sim racing dans leur carrière pour s'entraîner et se préparer? Eh bien, pour y répondre, j'ai la chance aujourd'hui de recevoir Matteo Tucher, pilote professionnel actif jusqu'en 2016 et non des moindres puisqu'il a notamment été vice-champion du monde de F2 en 2012, rookie de l'année 2014 parmi une liste de pilotes que vous reconnaîtrez sûrement à l'écran et champion du monde d'endurance en LMP1 privé avec une participation aux 24 heures du Mans avant de mettre un terme à sa carrière pilote pro. C'est un ami de longue date avec qui j'ai notamment débuté le karting et il a été d'accord de nous accorder du temps pour cette vidéo dans laquelle il répondra à mes questions et les vôtres sur sa carrière de pilote. Il partagera bien sûr son avis et expérience sur le sim racing, puis on basculera aussi sur Simu pour tester plusieurs jeux avec lui. Il nous donnera des conseils et détails très intéressants, vous verrez grâce à son expérience, notamment sur des simu pro. Et durant la vidéo, on se fera aussi un petit défi chrono entre nous deux pour le challenge. C'est une vidéo un peu plus longue que d'habitude, mais dans laquelle vous allez sûrement apprendre beaucoup de choses sur le sim racing et sport auto réel. Alors installez-vous confortablement et n'oubliez pas de mettre un petit like et vous abonner si vous aimez ces vidéos et mes autres contenus. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Anthony pour la chaîne AD Sim Racing, simplement passionné de sim racing et aussi pilote de karting durant plus de 15 ans. Allez, sans tarder, je vous lance un petit générique et départ. Alors salut Matteo et tout d'abord merci beaucoup d'avoir accepté de prendre du temps pour venir faire cette vidéo sur la chaîne. Un plaisir. Alors on parlera bien sûr sim racing mais aussi beaucoup de courses réelles pour en faire le parallèle avec toi comme tu as eu plusieurs années de carrière professionnelle dans le sport automobile. Alors nous on se connaît déjà mais pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et résumer ton parcours dans le sport automobile avant qu'on parle plus spécifiquement du sim racing? Moi c'est Matteo Tucher, pilote automobile à la retraite si je peux dire. Non mais j'ai arrêté depuis maintenant 6 ans à peu près. Je suis passé par plusieurs catégories, notamment karting, monoplace et endurance après. On a fait plusieurs, je dirais 17 ans de sport auto en tout et 10 ans de karting. Ensuite, je suis passé sur la Formule 4 en Asie, avec un titre de champion de Formule 4 en Asie, justement. Ensuite, Formule 2, vice-champion, 2 ans en GP3. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de faire 1 année et demie en LMP1 au Mans, et dans le championnat d'endurance, avec un titre aussi de champion du monde. Donc, on finit sur une belle note, mais malheureusement, ça s'est arrêté après ça. Alors, évidemment, tu as eu un parcours extraordinaire, déjà depuis très jeune, comme tu l'as dit, avec 17 ans de carrière. Et qu'est-ce qui fait qu'en tant que pilote, on atteint un tel niveau et qu'est-ce qu'il faut comme compétences en particulier pour se démarquer et concourir dans des catégories de cette classe? Après, les compétences, elles viennent avec le temps. Ça, c'est clair que l'entraînement que j'ai suivi pendant toutes ces années, c'était des heures et des heures et des heures. Il n'y a pas trop de secrets. Après, oui, le talent fait quelque chose. C'est aussi pour ça qu'on débute, c'est qu'il y a quelque chose. Si au tout début, j'avais commencé et puis que ça n'aurait pas du tout été, je ne pense pas que j'aurais continué. Ouais. Mais voilà, les résultats motivent aussi. Donc, j'ai eu la chance d'avoir mon père qui m'a beaucoup aidé pour trouver des sponsors et puis avancer et puis avoir les opportunités de rouler parce que finalement si on n'a pas d'argent on ne roule pas, surtout au début. Et après j'ai pu gravir les échelons, les résultats ont motivé aussi les sponsors et tout le monde et de fil en aiguille je suis arrivé où je suis arrivé quoi. Mais ouais, après je pense que c'est surtout beaucoup de temps, de passion et c'est comme ça qu'on y arrive. Alors justement, en parlant de compétences, on peut faire une transition sur le sim racing. Quand est-ce que tu as commencé le sim racing et est-ce que ça t'a été utile durant ta carrière professionnelle? J'ai commencé
Assez tôt, bien sûr, quand j'étais ado, j'avais mon petit simulateur chez moi, mais je pense qu'au début, je le faisais pas dans un but de m'améliorer, je le faisais juste pour m'amuser. On considérait pas encore, je pense, au début de ma carrière, le simulateur comme vraiment quelque chose qui nous aide sur le circuit, mais ça s'est développé très vite dans les années de 2005 à 2010. Il y a eu une énorme progression, notamment aussi chez les constructeurs et les teams. Et les teams se sont spécialisés aussi là-dedans, ils ont commencé à s'acheter des simulateurs, etc. Donc plus j'ai gravi les échelons après le karting, plus je me suis trouvé dans des teams où il y avait des simulateurs. Et j'ai pu tester notamment le simulateur de Ferrari à Fiorano, le simulateur sur lequel on est obligé de passer à Paris pour faire le Mans, qui sont donc des énormes salles avec un écran 360 degrés. Incroyable. Vraiment la voiture, la monoplace, la coque de la voiture sur vérin. Donc là, c'est quelque chose où on ne peut pas avoir vraiment mieux actuellement sur le marché. Et on ne peut pas l'avoir sur le marché non plus parce que ça coûterait tellement cher. Mais voilà, donc je dirais que les simulateurs sont devenus abordables pour monsieur tout le monde il y a à peu près 10 ans, un peu plus que 10 ans. Et moi, j'ai commencé aussi à m'acheter un simulateur. Au début, Trustmasters, etc. J'étais sur PlayStation au début. Après, on passe sur PC. Et ça devient, après, je ne pense pas que ça devient vraiment quelque chose auquel on se dit j'ai pas fait du simulateur, je vais pas pouvoir me retrouver sur le circuit. Ça devient juste un passe-temps un peu plus précis et qui permet de voir un peu mieux à quoi le circuit ressemble si on le connaît pas. Voilà, on reste dans cette plage des premiers tours de roue qui nous aident à la reconnaissance générale du circuit, mais je pense pas qu'on vient vraiment plus loin que ça. Et bien justement, en parlant de simulateur, je me souviens avant ta participation aux 24 heures du Mans, tu passais des heures à jouer sur ton PC pour passer les cycles jour-nuit et aussi t'habituer au trafic. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus et comment ça se passe, la préparation d'une course mythique comme ça, autant sur simu qu'en réel? Après ça, c'est bien sûr que quand on va participer aux 24 heures du Mans, il y a une certaine pression de base, donc on essaie de la relâcher en faisant des exercices, que ce soit physique, on essaie de se préparer au mieux. Ça permet dans la tête aussi de pouvoir s'assurer qu'on est sûr d'être prêt. Et le simulateur, bien sûr, en fait partie également. Moi, je me suis amusé à me faire des petites simulations de relais dans mon salon. Donc, c'est clair que j'éteignais la lumière, je mettais du trafic, des IA avec, et j'essayais d'avoir quelque chose de similaire. De faire des relais de 2h30 le soir pour m'entraîner et même des fois j'allumais le simulateur au milieu de la nuit pour faire un relais où je suis fatigué et puis pouvoir essayer de me concentrer, de me réveiller. Mais voilà, ça fait partie de l'entraînement qu'on peut simuler. Mais là, on parle bien sûr d'un entraînement mental plus qu'un entraînement technique. Et c'est intéressant également pour simuler tout ce qu'on peut avoir comme état physique, comme état mental pendant ces 24 heures du Mans, ce qui est assez important quand même. Alors évidemment, tu parlais de l'utilité du sim racing pour reconnaître les circuits. Tu disais qu'il manquait peut-être un petit peu encore de réalisme, peut-être dans le ressenti, ce genre de choses. Alors après, on ira tester mon setup qui est juste derrière. Mais avant ça, je pense qu'on est beaucoup dans le sim racing à se poser la question si les voitures qu'on pilote en simu et qu'on ne pourra évidemment jamais piloter pour la plupart d'entre nous en vrai, sont finalement assez réalistes ou pas. Est-ce que tu peux nous dire à quel point un jeu de simulation tout public est proche ou pas de la réalité d'après ton expérience? Alors oui, c'est clair qu'on atteint un niveau de réalisme qui est incroyable, je pense, ça c'est clair. Quand on n'a jamais touché une voiture, quand on n'a jamais roulé dans une Formule 4, dans une LMP, c'est déjà incroyable d'arriver sur un jeu comme iRacing, comme Assetto. On a quelque chose de vraiment très poussé. Ensuite, franchement, sur des simulateurs comme ça, j'ai rarement eu de ressenti similaire entre simulateur et circuit. Par contre, par rapport à la voiture, par rapport au circuit, à la vitesse dans laquelle on arrive au virage, c'est clair que ça nous apporte quelque chose. Quand on arrive sur le circuit, notamment un circuit qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais roulé avec cette voiture, je pense que si on peut chiffrer ça, peut-être 5 tours de reconnaissance avec la voiture, ça nous fait gagner 5 tours à peu près. Et ça permet d'arriver, de savoir déjà que dans ce virage, on va passer en deuxième vitesse, si bien sûr nos réglages de simulateur sont corrects. Ça demande beaucoup de temps. Mais ça permet de gagner un peu de temps, de reconnaître la voiture, le circuit.
Et voilà, après, dans mes simulateurs dans lesquels j'ai pu passer, tout ce qui était des simulateurs de bureau, si je peux dire, genre le mien, le tien, bon, le tien est déjà vachement poussé, mais qu'on n'est pas un simulateur pro, c'est le maximum qu'on peut arriver, 5 tours de reconnaissance. Maintenant, dans un simulateur très professionnel, notamment j'ai eu cette sensation avec le simulateur de Ferrari à Fiorano, où là j'ai dû faire une semaine chez Ferrari en stage, et on a pu faire bien sûr des reconnaissances sur le circuit à pied, on a fait des tests physiques, des tests mentaux, etc. Les 2 derniers jours, on a fini en un jour de simulateur et un jour circuit en Formule 3. Et là, je suis arrivé sur le simulateur. Bon, déjà, on te prévient du fait que les premières 5-6 tours, tu risques de vomir parce que tu ne vas pas te sentir bien. Moi, je n'ai pas vomi, mais beaucoup se sentent très mal après ça, parce qu'on se sent vraiment dans une bulle. On a l'impression d'être dans un autre monde. Quand tu sors du simulateur, tu mets le pied par terre, il y a tout qui tourne. J'ai jamais eu cette sensation. En fait, tu as l'impression d'être dans la voiture et sur vérin, donc tout bouge. Tout est poussé à la limite au niveau du ressenti. Et je dirais que c'est un des seuls simulateurs où, au bout d'une journée de simulateur, j'arrivais dans un virage, il y avait une bosse, la voiture elle réagissait d'une certaine manière. Je le sentais avec les vérins. Et quand je suis arrivé sur le circuit et que j'ai commencé à trouver mes marques, à pousser un petit peu, plus que justement cette reconnaissance qu'on a, j'ai ressenti la même sensation quand je suis arrivé dans le virage où la voiture a pris la bosse et direct après, hop, elle est partie d'arrière, et j'ai senti la même chose, et c'est là que ça m'a fait tilt en fait. C'est la même chose que le simulateur que j'ai reçu, que j'ai ressenti. Mais à part ça, les bosses, tout ça, c'est quelque chose qui est vachement intéressant de ressentir quand on a des vérins, dans un simulateur vraiment poussé. Et s'immerger dans cette voiture, dans ce cockpit, c'est là où ça devient vraiment intéressant. Alors avant justement, tu as cité quelques noms de simulations automobiles auxquelles nous, en tant que sim racer lambda, on va dire, on a accès. Quel jeu, toi, est-ce que tu as testé jusqu'ici, et quel a été pour toi le plus réaliste justement dans les simulateurs grand public que tu as testé? Je les ai un peu tous testés, que ce soit sur l'ordi, que sur la PlayStation, donc tout ce qui est arcade, etc., et tout ce qui est pro, même des simulateurs développés par des entreprises également. Après, je pense que tous les teams qui ont un simulateur basique mais assez poussé quand même sont sur iRacing. Donc c'est quand même un signe qui ne trompe pas. Ensuite, c'est vrai qu'iRacing c'est assez cher, mais on est quand même dans une simulation de conduite qui, je pense, est la meilleure. Ça, c'est mon avis personnel. Après, on a quelque chose de vraiment top sur Assetto aussi. Il y a aussi quelques teams qui sont sur rFactor. L'important vraiment d'un simulateur pro, pro, semi-pro si on veut dire, c'est pouvoir avoir accès à tous les réglages. Et des réglages précis. Des réglages qui font aussi que sur la voiture, tu as un vrai ressenti, tu as une vraie différence. Souvent, tu vas changer les réglages, tu ne le ressens pas ou tu le vois juste au chrono. L'important, c'est que le pilote puisse le ressentir et que sur les datas, tu puisses voir quelque chose aussi. D'avoir un jeu qui donne un accès aux datas aussi. Ça, c'est important. Nous, on avait souvent, quand on s'entraînait, notamment en GP3, on avait un simulateur même style que le tien. Et derrière, on avait un pédalier connecté aussi avec l'ordinateur qui permettait de lire les datas. Donc on était dans le team 3 pilotes et puis on tournait sur le simulateur. Ensuite, on comparait nos datas. Pourquoi tu as été plus vite là? Pourquoi tu as été moins vite là? Ça permettait de progresser déjà un petit peu. Et de savoir un peu tes zones de freinage, tes puissances de freinage, les zones d'accel, les vitesses, si ça a changé quelque chose de passer en 3e ou en 2e là. Voilà, donc c'est... Voilà, je pense que les simulateurs les plus réalistes et les plus professionnels sont ceux qui donnent accès à beaucoup de réglages, à une qualité de ressenti la plus poussée possible et des data. D'accord. Et alors justement, tu as parlé beaucoup de setup professionnels, aussi ceux que tu as testés notamment à Ferrari.
mais toi, tu en as aussi un chez toi, hein, tu l'as cité à plusieurs reprises. D'ailleurs, c'est aussi à cause de toi ou grâce à toi que j'ai le mien aujourd'hui. Hein. Je l'ai testé déjà il y a quelques années. Je me souviens, avant, tu avais un petit châssis de kart. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire quel matériel tu as utilisé durant ces années et quel matériel tu utilises aujourd'hui justement sur ton setup simulateur? Ouais, alors effectivement, moi je suis passé par pas mal de trucs faits maison, si on peut dire. Au tout début, j'avais ma chaise de bureau avec mon petit G27. Ensuite, je me suis décidé de me faire Enfin, j'ai plié un châssis en carte sur une compétition. Donc, châssis foutu, on pouvait le mettre à la déchetterie. Du coup, je me suis dit, bon, ben, au lieu de l'enlever, j'ai coupé, j'ai meulé tout ce que je pouvais pour fixer mon pédalier dessus et puis faire de la soudure avec mon père pour mettre le volant et le pédalier. Puis ben, résultat, j'étais dans mon kart. Vraiment, j'ai posé le tube du châssis par terre sur un tapis et puis c'était mon baquet. Ça l'a été pendant presque 5-6 ans, je pense, jusqu'à ce que je décide de m'acheter un simulateur. Puis après, ben, j'ai pas non plus poussé le truc jusqu'au bout. Je me suis acheté un Playseat tout simple. Et après, j'ai acheté un Fanatec comme volant. Voilà, pour moi ça me suffit, je cherche plus. En fait, depuis que je me suis acheté ce simulateur, j'étais déjà dans un niveau assez élevé au niveau du sport auto, donc j'avais souvent accès au simulateur du team. Le mien servait plutôt de pré-entraînement au simulateur du team, donc je me suis pas non plus poussé là-dedans. D'accord. Question de temps aussi. Et quand j'ai eu fini ma carrière, ça m'a demandé, là ça me demande bien sûr quand je vois ton simulateur, j'ai envie de faire pareil chez moi, mais question de place aussi de mon appart, c'est pas facile. C'est pour ça, il y a plusieurs freins qui font que je suis toujours sur un Playseat assez simple avec un écran, voilà. Mais ça me suffit pour l'instant pour m'amuser. Ouais. Est-ce que d'après toi, le matériel sim racing est si important que ça pour être performant ou pas tant que ça finalement, c'est plus justement le talent de pilote qui va aider? Alors, sur la performance sur simulateur, je pense que du moment que tu as un truc qui tourne et qui est pas trop moche dans le ressenti, tu vas réussir à faire quelque chose en simulateur. Après, on est plus sur une question de plaisir. C'est-à-dire que si tu as plaisir à rouler un simulateur comme le tien, tu vas peut-être y passer 3 heures, 4 heures sans problème. Donc, tu vas t'améliorer. Si tu as une vieille chaise de bureau avec un simulateur qui est pas top, tu vas peut-être passer moins de temps. Donc je pense que comme dans tout, hein, le temps fait que tu t'améliores, l'entraînement fait qu'on s'améliore et plus tu roules, plus tu es vite. Après, je pense que oui, un bon simulateur va quand même t'aider à faire quelque chose de mieux. Ok. Bon alors juste avant de passer sur Simu, je te propose un petit quiz où je vais te présenter 2 propositions et tu me diras laquelle des 2 tu préfères. Alors, c'est parti. Alors, dive bomb ou décroisé? Moi, je suis un gros freineur, donc dive bomb. Allez. Yes. Régler le TC ou l'ABS? Sur simulateur TC. ABS, je dirais que si tu as besoin de régler l'ABS, c'est que tu as un problème avec ton freinage décroissant. Donc avec l'expérience, je le fais presque automatiquement d'avoir vraiment un freinage dégressif, qui relâche progressivement. Donc j'ai pas trop de soucis d'ABS. C'est plutôt traction control avec certaines voitures où je joue un peu là-dessus. Et puis en réalité, tu touches lequel des 2? Alors en réalité, le traction control, tu le touches vraiment par rapport à l'usure de tes pneus. Tu vas jouer là-dessus quand tu commences à user tes pneus. De manière générale, si on est avec des pneus neufs, on est assez bas. Ça dépend des voitures, bien sûr. Il y en a des qui n'en ont pas. Dans toutes les formules, j'ai jamais eu de traction control ni d'ABS. En LMP, on n'a pas d'ABS, mais on avait un traction control. On avait un avertisseur aussi de blocage de frein et de patinage parce que tu vois pas tes roues. Tu vois pas tes roues, donc on avait sur le dashboard des LED. Quand tu bloquais une roue au freinage, tu avais la LED donc de droite qui clignotait. Pareil à gauche. Et puis quand tu patinais, ça clignotait aussi. Enfin, quand le traction control se mettait en route, ça clignotait. Donc tu savais que tu étais en traction control. En fait, du moment où tu arrives à toucher l'ABS, c'est que tu as raté ton freinage, si je peux dire. Parce que tu as fait un freinage qui est trop fort, donc théoriquement, tu aurais bloqué les roues. Donc on est sur un stade où on est déjà dans l'erreur. Donc moi,
Je n'ai pas forcément vraiment appuyé jusqu'à l'ABS Ok. en GT, quoi. Alors c'est plutôt bon signe. Ouais. Alors on continue. Avoir un bon pédalier ou un bon volant? Volant, clairement un bon volant. Après Ok. pédalier, c'est clair que la pédale de frein, j'aime bien quand c'est bien dur. Ouais. Après, il y a du trop dur aussi, Ouais. où ça bouge plus. Là, il y a un problème. Mais ouais, volant, j'adore le ressenti volant. Je bouge beaucoup plus mes paramètres de volant sur mon Ok. simulateur que mes paramètres de pédalier. Ok. Spa ou Monaco? En vrai ou en simulateur? Les deux. Bah, Monaco, j'ai jamais fait, malheureusement. Mais bah, Spa. Spa, Du mais coup, Spa, après en ouais. simulateur, Ouais. ça dépend ce que tu cherches. Si tu cherches du fun, je dirais Monaco. Si tu cherches de la Ok. performance, je dirais Spa. Parce que bah, Monaco, c'est clair que dès que tu te loupes un peu, ben, tu touches le rail, oh mince, mais il n'y a rien qui Ouais. se passe. Spa, ben, tu joues plutôt avec le chrono. Si tu te loupes un peu, tu sors un peu large, ben, tu vas finir sur vibreur, tu vas perdre du temps. Mhm. Ça va être. Voilà. Ouais, je dirais Spa en simulateur, Monaco. Attends, j'ai dit quoi? Non, je L'inverse. pense pas. Ouais, Spa en vrai, parce que en j'ai vrai. pas eu Monaco. Ouais. Et puis Spa pour la perfo, Monaco pour le fun en simulateur. Ok. GT3 ou F3? En simulateur, GT3. Je Ouais. pense que je suis un peu plus fan de GT3 simplement parce que ça bouge un peu plus, c'est un peu plus bateau, ça va un peu moins vite aussi au niveau de la simulation, Mhm. ce qui permet de ressentir plusieurs choses et plus de choses. Et en vrai, ouais, moi je viens de la Formule, donc c'est clair que je vais dire F3. Ok. Parce que bon, les F3 à l'époque où je roulais étaient vachement sympas aussi. C'était un des châssis les plus poussés et les plus. Comment dire, on avait des bonnes sensations. Ouais. Et puis après GT3, c'est toujours sympa. D'accord. Bah, du coup, un peu les deux alors. Un peu les deux, ouais, c'est difficile de dire. Air Factor 2 ou Assetto Corsa 1? Factor 2. C'était clair. Ouais, non, je suis assez tôt, je dirais dans l'ordre iRacing, Air Factor, assez tôt. Dans mon Ok. ordre de préférence après, voilà. D'accord. Allez, prochaine slide. Avoir trop de pression dans les pneus ou pas assez? Trop de pression. Au moins, il y aura un moment dans la course où la pression sera plus ou moins, enfin, la température sera plus ou moins juste. Ok. Trop bas, tu vas toujours être trop froid. Après, voilà, ouais, trop de pression, mais Un peu. faut la bonne pression, quoi. C'est pas les bonnes questions. Ah ouais, non, ça. c'est sûr, hein, mais c'est le but. Rouler de nuit ou jour au Mans? De nuit, clairement, de nuit, ouais, c'est une sensation que j'ai jamais retrouvée ailleurs en roulant de nuit, Mhm. parce que t'as l'impression d'être seul au monde sur la Lune, sur la ligne droite des Inaudières, c'est une sensation juste incroyable, quoi. Ouais, de nuit, clairement. Ok, De jour, c'est toujours magnifique. sympa, hein, mais de nuit, vraiment de nuit. c'est un petit plus. Ouais. Senna ou Michael Schumacher? Ah, c'est dur. Ouais, c'est dur, hein, celle-là. C'est deux générations différentes, mais je dirais Michael Schumacher. Ouais. Parce que je l'ai vu 4 fois aussi et il m'a signé des autographes toute ma carrière. Mais voilà, Ouais. Michael Schumacher. Ouais, bah Senna n'était pas là pour signer les Pour m'en autographes, signer, hein, malheureusement. Ouais. Et dernière question, faire du sim ou regarder la F1 à la TV? Ça dépend. Faire du sim. Alors, tout seul, faire du sim avec les potes, regarder la F1 à la télé, c'est plus drôle. Mais ouais, D'accord, ouais. ouais, de préférence tout seul du sim. Ouais. Ok. Bah top, bah merci beaucoup d'avoir répondu à ce petit quiz. Maintenant, on va plonger en jeu pour parler plus spécifiquement du sim racing, bien sûr. Et la première chose que je te propose, c'est de passer sur des jeux qui incluent les voitures sur lesquelles tu as roulé en réalité pour pouvoir les comparer un peu justement entre sim racing et réel. Et à la fin, on se fera aussi un petit tour chrono pour le challenge. Donc on verra voilà, qui c'est qui fait le meilleur temps. Et d'ailleurs, j'ai posé une question aux abonnés pour nous donner leur prédiction de l'avance que tu me mettras. On a la pression. Hein. Alors voilà, tu découvriras à la fin ce qu'ils ont voté. Donc voilà, allez maintenant en direction le baquet pour voir tout ça. Allez, c'est parti.
agréable. Start racing. Par contre, ouais, comme je te dis, j'avais pas ces gants hein, quand je roulais. Hein. C'est pas les bons. Alors voilà, tu viens de finir le test sur Air Factor 2 avec ta F2. Déjà, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que tu trouves qu'elle est plutôt bien représentée dans ce jeu? Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Ouais, vachement intéressant. Bah déjà c'est cool, j'avais pas vu, jamais vu encore le design comme ça sur le jeu. Au ressenti, je trouve exagéré comme ils ont poussé les graphismes. La voiture là, à l'intérieur de la voiture, le cockpit, même la petite vitre, tout y ressemble. Ouais. Les autocollants derrière, je trouve ouais, vraiment bien fait. Et au ressenti, au bruit, c'est pas mal. C'est assez bien fait. Je trouve qu'elle part un peu très vite de l'arrière quand je suis un peu sur les gaz en ressortie de virage. Je trouve que sur la linéarité de l'accélération, on est un peu vite en glisse, mais ça s'apprend. Un peu plus progressif sur les gaz et puis ça va jouer, mais non, vraiment impressionnant. Et puis dans le volant, justement, bah, au bout d'un moment, tu as même fait un petit plat sur les pneus. Qu'est-ce que tu peux nous en dire justement de ton premier ressenti déjà sur la base, mais aussi du ressenti de la voiture? C'est assez exagéré le plat sur les pneus, c'est bon. Je pense qu'ils ont un peu surfait le fait qu'il y ait des plats parce que là je suis sorti, j'ai fait un tête à queue au virage numéro 1 à Spa, donc au ralenti en deuxième. J'ai peut-être fait même pas 5 mètres en bloquant les pneus. Et ça m'a fait un plat. Donc, en vrai, ça m'aurait pas forcément fait un plat aussi énorme que ça. Mais là, j'avais l'impression d'avoir fait un plat sur 100 mètres avec les pneus avant. Le ressenti de la vibration était exagéré. C'était assez réaliste. C'est un peu ça, quoi. Tu as vraiment le volant qui vibre dans tous les sens. Ouais. Ça, c'était le cas. Bah maintenant, je te propose qu'on passe sur d'autres voitures. Alors, proche aussi de celles que tu as testées en vrai. Toi, tu as conduit des LMP1 privés avec Rebellion. Donc, je te propose qu'on passe sur plusieurs hypercars et dans plusieurs jeux pour que tu nous dises justement dans quel jeu, d'après toi, c'est le mieux fait. Et pour ça, on va commencer déjà dans Air Factor, comme on y est déjà. Donc c'est parti. Tu me disais donc que c'est une voiture qui ressemblait à la Rebellion que tu as pilotée. Et bah, du coup, comment est-ce que tu l'as trouvée dans Air Factor? Bah, elle ressemble étrangement puisque même sur le volant c'était écrit BikeLS, donc le nom de l'équipe contre qui on se battait avec Rebellion. Franchement assez réaliste, assez rigide sur le volant. Maintenant c'est clair que le ressenti doit être un peu différent entre ça et la Formule 2 qu'on a fait avant. La Formule 2 il n'y a pas de direction assistée. Là on a une direction assistée, donc le volant doit être un peu plus léger, plus mou. Enfin pas forcément mou mais plus léger. Plus agréable à conduire, moins de contraintes à tourner, moins de contraintes avec les vibrations. Là, on était peut-être du coup sur le même réglage, donc on avait peut-être un peu trop par rapport à la voiture, mais ça restait très réaliste. On a pu voir aussi ce qu'on a parlé avant, des LED qui s'affichent à gauche et à droite quand tu patines ou quand tu bloques. C'est la seule indication pour le pilote pour savoir s'il bloque les roues ou s'il patine. Bon,
tu as le ressenti, mais ça t'indique avant ça. Parce que des fois, des micro-blocages de roue, tu les sens pas forcément. Ouais. Donc là, avec ça, ça permet de le voir. Franchement, agréablement surpris, j'ai envie de continuer là. Non, vraiment bien. Dans le comportement de la voiture, tu trouvais qu'elle ressemblait un peu à ce qu'à toi tu as pu ressentir? Ce qui ressemblait, c'est que du moment quand elle te gagne, donc quand elle part, tu as vraiment, tu vois, c'est une grande voiture, elle est longue, Ouais. elle est lourde et du coup c'est presque c'est pas de la Formule, mais c'est pas du GT, donc ça doit être plus lent à la réaction, mais quand même plus rapide qu'une GT, et c'était un peu le cas. Comparé à la Formule avant, c'est clairement plus lourd, plus lent. Tu sens que si tu rentres trop fort, elle te gagne, elle t'emporte dans le virage. Donc ça, c'est bien réaliste. Je dirais, si on veut pousser un peu plus, ouais, déjà un peu moins de force feedback, un peu moins de vibration peut-être, et on serait vraiment bien. Et là, mais au niveau des freins, des gaz, c'est top. Assez bien réglé déjà, ouais. Ok, excellent. Bah, maintenant, je te propose de passer sur iRacing, où il y a aussi des hypercars, Yes. pour pouvoir les comparer et nous dire ce que tu trouves le mieux entre ces deux jeux. Bon, on y va. Voilà, du coup, c'est une vraie Porsche, donc il aurait dû démarrer en électrique dans les stands. Hein. Bon, la Porsche en LMP1 a plus d'aéro que la P1 de chez Rebellion ou de Bikeoless ou celle qu'on a testée avant. Donc le ressenti est différent dans ce sens-là aussi. Ça veut dire que les virages Porsche, j'ai un appui aérodynamique là, avec la voiture qui n'est pas le même sur l'autre, donc elle tient beaucoup plus la route. Mais ressenti circuit, iRacing est moins bien, dans le sens où il y a toutes les bosses, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Le circuit est beau, lisse, et ça, c'est mieux représenté dans l'autre jeu, R-Factor. Par contre, la fluidité de la conduite est bien meilleure sur iRacing. Là, clairement, on voit, même sur la session que j'ai fait aucune erreur. Sur l'autre, c'est très difficile d'être constant. La fluidité de l'image est moins bonne, et du coup, des fois, tu as de la peine aussi à suivre dans les virages. Quand tu tournes, tu mets les gaz, tu vois pas forcément que ta voiture est en train de partir en tête à queue, alors que sur iRacing, tu le vois très vite. C'est un peu différent. Donc ouais, dans l'ensemble, je trouve qu'iRacing est quand même un peu plus sympa à rouler. J'ai plus de sensations et moins de surprises. Tu es beaucoup plus à l'aise rapidement sur iRacing que sur R-Factor. Et puis bon, tu en parlais, mais c'est vrai que tu as un peu moins de sensation de piste sur iRacing, mais est-ce que finalement dans le force feedback c'est quelque chose qui te dérange, ou tu aimes quand même bien comment est fait le force feedback d'iRacing? Là j'aime bien parce que du coup tu as beaucoup moins de problèmes quand tu roules, tu as moins le volant qui vibre, c'est plus, comme je dis, c'est plus fluide, donc c'est plus agréable. Après, est-ce que c'est plus réaliste? Je pense que les vibrations, si tu voulais vraiment retranscrire les vraies vibrations qu'on ressent dans un circuit, ce serait presque, il y aurait vraiment beaucoup, quoi. Donc par rapport à la réalité, on est plus sur du R-Factor que sur du iRacing, mais à rouler en simulateur, je trouve plus agréable iRacing. Ouais. Ok, merci beaucoup. On va passer maintenant sur AMS2, on va repartir encore sur une dernière hypercar pour avoir testé vraiment plusieurs jeux. Circuit, c'est entre iRacing et R-Factor. Il y a plus de détails au niveau du ressenti du circuit que sur iRacing, mais un peu moins précis que R-Factor. Par contre, au niveau de la voiture, ouais, là, je trouve que c'est un peu brouillon, dans le sens où quasiment à tous les virages, elle part de l'arrière en sortie de virage, même quand on est progressif sur les gaz. Alors qu'avec cette voiture, c'est quand même une hypercar, elle a des moteurs à l'avant aussi, donc elle est presque 4x4 théoriquement. Quand tu sors du virage, elle doit crocher, ça doit tracter. Et là, tu es plus en train de subir l'accélération avec cette voiture, ce qui n'est pas trop le cas en vrai. Donc ouais, un petit peu déçu là-dessus. Et du coup, tu as moins de plaisir parce que tu es tout le temps... Tu sais pas quand elle va partir. Tu sais qu'elle va venir, elle va pas venir. Tandis que ça, il y a moins sur R-Factor. Et il y a encore moins sur iRacing, voire pas,
sur iRacing, elle est très stable et le ressenti de la voiture est beaucoup plus poussé et précis sur iRacing, je trouve. Et les graphismes sont bons aussi là, mais plus fluides encore sur iRacing que sur Automobilista. Et puis une question qu'on peut se demander, est-ce qu'une voiture LMP1 en vrai justement ça a plutôt tendance à être stable? Bon, j'imagine que ça dépend des réglages, mais où justement tu dois un peu lutter contre? Non, justement, c'est plutôt une voiture stable. On part quand même sur des courses de 24 heures. Donc si tu as une voiture qui est tout le temps en train de se déhancher, si on veut dire, de glisser, de sous-virer, survirer, que tu es en train de te battre pendant 24 heures avec, ça pousse à l'erreur. On cherche toujours à avoir quand même des voitures un peu plus stables, le plus stable possible. Et là, quand on parle en plus d'hypercar, c'est des voitures qui ont beaucoup d'aérodynamisme, hein, qui vont la force qu'on a sur ces voitures au niveau de l'appui est assez haute, donc elles doivent pas forcément elles doivent vraiment coller au plancher. Là c'est pas trop le cas. Ok, donc un petit bilan final sur ces 3 hypercars testés, alors une fois la Van Wall et puis 2 fois la Porsche. Ouais. Un petit bilan final, ouais, quelle a été ta préférée, la plus réaliste? Ouais, la plus réaliste, moi c'est quand même iRacing, hein. Je dirais top 3 iRacing, R-Factor et Automobilista. Ok, parfait. Ben non, je te propose un dernier test avant notre petit défi chrono, et c'est de tester une GT4, parce que toi, tu en as testé en vrai. Moi, j'en ai testé une version, mais une version de série, donc ça va être intéressant d'avoir ton ressenti aussi sur le GT4, et je te propose qu'on aille très brièvement sur AMS, mais ensuite qu'on passe bien sûr sur iRacing. Okay. Alors on a testé la voiture que tu as testée en vrai, la BMW M4, donc tu as une bonne base de comparaison. Donc tu l'as testé sur Automobilista 2 et iRacing, donc forcément une grosse différence, hein, tu le disais durant ton test. Mais de manière générale, bon déjà commençons sur iRacing, comment tu l'as trouvé par rapport à celle que tu as conduite en vrai? Alors écoute, assez bien représenté. Déjà niveau graphique, niveau bruit, c'est ça, hein. Même l'écran de base et le cadran est bien fait, c'est juste, c'est ce qu'il y avait, c'est rien à dire, c'est vraiment top. Ensuite sur le ressenti, iRacing toujours pareil, le circuit a l'air hyper fluide, pas de boss. Tu vois, là on a fait un test sur le Nordschleife, qui est un circuit qui devrait tabasser de tous les côtés. À part les vibreurs, le reste c'est fluide, donc il manque un petit peu cet aspect de boss sur iRacing. Sinon c'est top. L'image, la fluidité de l'image, la fluidité de la voiture dans le virage est beaucoup plus agréable que tous les autres jeux qu'on a testés, je trouve. Et là avec la voiture, le ressenti qui est assez cool que je ressens, c'est que ça reste une GT4, c'est quand même mou comme voiture comparé à ce qu'on a testé avant, donc quand je prends un vibreur, je m'attends pas à ce que la voiture elle fasse boum, boum. Et je m'attends à ce qui est en vrai. Tu prends un vibreur, ça fait, il y a une certaine, la voiture elle va sauter un peu, elle va glisser un peu, ça bouge beaucoup plus. C'est beaucoup plus mou, ça rebondit. Et ça, sur iRacing, ça y est vraiment. Genre tu le ressens quand tu prends un vibreur, la voiture elle saute. Tu le vois même l'avant, la voiture qui fait comme ça, ce qui est correct. Après sur Automobilista 2, elle est beaucoup plus piégeuse, la GT4, donc à peine tu rentres dans un virage un peu fort, elle part tout de suite de l'arrière, et presque incontrôlable, même des fois tu as beau contrebraquer, elle part en tête à queue. Beaucoup plus instable la voiture, toujours un faible pour iRacing au niveau du réalisme de la voiture et du ressenti de la voiture. Ok, bon super, merci beaucoup pour ton retour. Tu me disais vouloir encore essayer la F4 sur iRacing avant notre défi, donc je te propose de faire 1 ou 2 tours rapides dessus. J'ai vu tellement de vidéos avec la F4 sur iRacing partout, donc ça m'intéresse de voir un peu comment ça réagit. Alors allez, on est parti, en jeu. Alors bon, le circuit du Léman, un circuit que tu connais bien, tu es allé pas mal de fois, notamment ces derniers temps aussi. Qu'est-ce que tu as pensé de cette F4 et du circuit? Là, le circuit est bien représenté, hein. On a pas mal de détails.
Après, encore une fois, c'est iRacing, les bosses sont... Genre, les bosses devraient être doublées au niveau du ressenti. C'est très linéaire. Surtout là, le LED non, ça tabasse dans tous les côtés. J'ai beau prendre un vibreur, je me fais pas gicler avec la voiture, alors qu'en vrai, si je roulais comme ça sur les vibreurs, ce serait inconduisible. Donc il manque un feedback au niveau de la puissance des vibreurs et des mouvements de piste. Par contre, à rouler, c'est pas mal, hein, cette F4. On est proche on a quelque chose de vraiment sympa à rouler et pas réaliste, mais ouais, on est au plus proche de la réalité. Là, sur ce que j'ai pu tester, c'est vraiment bien. Et justement, tu disais proche de la réalité, c'est dur à dire, mais si tu devais donner un pourcentage, à quel point c'est proche de ce que tu as testé avec ton Abarth, etc. Non, c'est même pas le chiffrer. Ok. C'est différent, c'est du simulateur et c'est de la conduite automobile. Là, on est sur du simulateur. Et par contre, je peux dire que c'est une très bonne simulation de conduite et qu'on est proche de quelque chose qui ressemble virtuellement à de la conduite. Pardon. Mais ouais, je peux pas te dire c'est en pourcent de ça, non, c'est pas possible. Ouais, ça marche. Bon, après tous ces tests, donc, pour lesquels je te remercie encore, on va maintenant se faire un petit défi chrono. On va tirer au sort le circuit et la voiture. Alors, j'en ai pas mis 10 000 de choix, hein. J'ai mis 4 voitures et 4 circuits qu'on connaît tous les deux, donc aussi pour faciliter la tâche. Okay. Donc voilà, je te propose qu'on fasse un petit tirage au sort et puis ensuite qu'on se fasse 5 tours chrono. Je pense que ça fait une semaine que tu t'entraînes dessus, quoi. Exactement. Non, bien sûr que non. Et ça va être le Red Bull Ring pour le circuit. Ah, la Caterham. Bon, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc on va aller maintenant sur Air Factor donc pour ce petit défi. Alors pour savoir qui commence, on va faire un petit feuille caisse ciseaux. 2, 3. Ah bah c'est toi. C'est moi qui choisis. Tu commences. Ah, il a la reste comme ça. Feu vert. Le temps est long. Alors bon, le temps était un peu long sur Red Bull Ring avec la Caterham. Du coup, avec Mathéo, on a décidé de refaire le tirage au sort. Et il va retirer une voiture. On garde le circuit, mais la voiture, quand même, la Caterham, c'est un peu chaud. Ouais. Alors bon, on part avec... Ah, ça ira mieux là. Ah voilà, bon, GT3. On part avec une GT3. Et c'est parti pour le premier tour chrono pour Mathéo. Donc quatrième tour, et là déjà ça entre dans les 1:30.4 avant d'entamer son dernier tour. Allez, on est parti après Mathéo maintenant, qui a établi un très bon chrono, 1:30.454. On va essayer de s'en approcher. Un peu de pression pour le début, Tony, ou ça... Beaucoup de pression. Un petit peu quand même. Hein. Voilà, tant qu'il nous coupe pas la piste au milieu, c'est bon. Track limite. Ah, track limite. Oh, il est bon. Ah, il a payé la FIA.
Voilà, on vient de finir donc ce petit défi en piste. Déjà, qu'est-ce que tu as pensé de ces différents jeux sim racing après tout ce que tu as testé? Comme on a vu, moi j'ai un petit faible pour iRacing. Après c'est personnel, hein, chacun le pense comme il veut, mais je sens que, en tout cas niveau ressenti de voiture, on est quelque chose de plus précis, plus facile aussi à conduire. Et après il y a des réactions un peu bizarres, comme on l'a vu aussi avec, dans le chrono qu'on a voulu faire avec la Mercedes, où vraiment si tu rentres un tout petit peu avec du frein dans les virages, elle part de l'arrière, mais instantanément. Et tu fais tout le virage en travers avec la voiture, alors que c'est une GT3, donc elle devrait quand même avoir un peu d'appui et pouvoir permettre un peu de crocher en entrée. Donc pas mal de choses un peu bizarres sur les autres jeux comme Air Factor, mais ça reste une conduite vachement intéressante et cool à rouler. Et je pense qu'après on arrive, tu vois, par exemple, je pense que si on était sur iRacing, on serait encore plus près au chrono, tellement c'est, vu que la conduite est plus simple, on aurait moins d'erreurs, on serait plus dans les détails assez rapidement. Voilà. Ouais, alors dans ce petit test, du coup, 2 dixièmes d'écart. Alors bon, sur ma chaîne YouTube, j'avais fait un petit sondage pour savoir combien est-ce qu'ils prédisaient l'avance ou pas que j'aurais. Et tu crois qu'ils m'ont donné combien entre 0, 0,5 ouais, combien toi tu aurais eu d'avance? Je pense 0,5, ouais. 0,5 d'avance? Non, ils ont voté plus d'1 seconde et demie d'avance pour toi. Faut croire que t'es pas si mauvais. Hein. Bon, heureusement, entre guillemets, pour une chaîne de sim racing, je me prends pas non plus une valise. Bon, j'ai sûrement aussi, bien sûr, l'habitude de mon setup, hein, et puis de Air Factor, auquel je joue plus que toi, je pense, en tout cas, ces temps. Ouais, je l'ai pas installé. Pour l'instant, j'ai pas de PC, donc ça fait 2 ans que j'ai pas trop touché, mais je joue pas trop à Air Factor. Après, ça reste de la simulation, que tu sois sur Air Factor ou iRacing, c'est du pilotage. Après, je pense que tu es déjà à un niveau assez précis. On a pris aussi Red Bull Ring où il y a 6 virages. Ouais, c'est sûr. Du coup, ça réduit vraiment le nombre de possibilités de faire des erreurs. Mais ouais, en tout cas, il faudrait... on refait 5 tours et on regarde. Mais... Ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se revoir sur la chaîne et puis on va refaire un autre défi sur iRacing. Un défi que chrono où on fait des séries de 5 tours à chaque fois. Exactement, ouais. Et puis là, je pense qu'on verra déjà une bonne différence. En tout cas, bon, déjà ça sera plus serré, mais on verra. En tout cas, bon, il faut dire que sur circuit, Matteo me met plus de 2 secondes dans notre dernier roulage à Ménicourt. Donc là, il y a une énorme différence, évidemment. Sur le sim racing, c'est quand même un autre monde, hein, comme tu le disais aussi, même si on essaye de répliquer ce qui se passe en vrai. Donc voilà. Alors voilà, maintenant on vient de terminer le roulage évidemment sur simulateur et je voulais justement rebondir avec toi sur plusieurs questions plus spécifiques dont on n'a pas parlé avant ou qui ont aussi été posées par les abonnés de la chaîne. Et je vais commencer par une question pour les sim racers qui souhaitent progresser et atteindre un meilleur niveau finalement en sim racing. Quels conseils tu nous donnerais pour progresser dans le pilotage sur simu? Qu'est-ce qui est le plus important à travailler d'après toi? Je pense que la précision de pilotage, d'essayer de faire le moins d'erreurs possible. Et après, moi, ce qui m'a vraiment fait progresser en simulateur, c'est de me comparer aux autres, donc de faire du jeu en ligne, de pouvoir jouer contre des pilotes qui sont plus vite que moi. Ça pousse à aller chercher la performance, ça pousse à aller chercher les réglages. Je pense que de vouloir tout de suite trop toucher les réglages avant de s'améliorer personnellement, c'est faux. Alors bien sûr, si la voiture elle réagit pas du tout bien, il faut d'abord faire des réglages, mais une fois qu'on a trouvé quelque chose qui convient, il faut s'améliorer. Ouais. Personnellement, avant de faire n'importe quoi avec la voiture. C'est comme en vrai. Hein. Moi, quand j'étais en karting au début, on m'a toujours dit on changera de moteur quand tu seras dans la demi-seconde des premiers. Avant ça, roule parce qu'il faut que tu t'améliores. Ouais. Donc voilà, je pense que le premier truc, c'est d'essayer d'être précis, régulier, dans la seconde des meilleurs. Et puis après voir pour chercher plus loin. Ouais, justement, tu nous parlais de réglage. Alors évidemment, toi, quand tu étais pilote professionnel, tu devais donner pas mal de feedback aux ingénieurs pour les réglages. Par contre, en simulateur, toi, qu'est-ce que tu conseilles de toucher comme réglage en premier pour quelqu'un qui aimerait évoluer? Ouais, je dirais déjà les réglages de base pour faire un chrono décent, donc le plein de l'essence, l'aéro, pression des pneus, être correctement avec la pression des pneus. Après, en ligne, on trouve vraiment pas mal de déjà réglages corrects qui permettent d'atteindre quelque chose de bien.
Donc déjà, si on se base là-dessus, on trouve des choses assez intéressantes. Ensuite, si tu veux pousser personnellement par rapport à ta conduite, je dirais qu'on peut jouer un petit peu sur les barres anti-roulis ou sur les amortisseurs, mais là, ça vient déjà quelque chose assez poussé, quoi. Ouais. Si déjà ton setup est correctement réglé, donc position du baquet, position du volant, alignement des écrans, de l'image, la vue, que tu as une vue correcte qui soit bien réglée, pour avoir déjà un maximum de ressenti et de sensations, c'est déjà bien. Ok, bah juste avant de continuer sur les questions des abonnés, je t'avais demandé de prendre avec toi ton casque, très joli d'ailleurs. Et d'ailleurs, je propose à tous ceux qui regardent la vidéo de donner une petite note sur 10 en commentaire. Ça peut être sympa. En parlant de casque, ça nous rappelle aussi quelque chose, c'est l'aspect évidemment du risque qu'on a dans la réalité et qu'on ne retrouve pas évidemment dans le sim racing, hein, où on est installé tranquillement dans son baquet ou sur sa chaise de bureau. C'est dur de s'imaginer pour nous qu'est-ce que ça fait d'être à 300 km/h entre des barrières avec du trafic, l'arrivée sur un virage. C'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment entraîner en sim racing. Du coup, comment est-ce que toi tu gérais ça déjà dans la vie réelle dans ta carrière de pilote? Je pense qu'on arrive à un certain niveau où la peur n'est plus un ennemi déjà. Enfin, c'est comme un skieur qui descend une piste hyper raide. Je pense que quand il est dans les starting blocks et qu'il est prêt à partir, s'il se dit j'ai peur d'y aller, il y a un problème. C'est pareil en sport auto. Au début, bien sûr que tu as une appréhension, tu as peur, tu sais pas si tu vas réussir, mais quand tu commences à apprivoiser la voiture, à arriver dans la performance, tu n'es plus dans la peur parce que tu maîtrises la voiture. Je dirais que les moments où j'ai peur, quand je roule, j'ai eu peur, c'est quand c'est trop tard. Ouais. Voilà, quand c'est trop tard, dans un virage rapide, tu perds la voiture, et au moment où tu vois le mur arriver, là, il y a un petit instant où tu as peur. Ouais. Où t'as plus t'es plus dans le contrôle. Donc voilà. Après, pour un sim racer qui se lance dans le sport auto, je pense qu'au début, il y aura la même appréhension que quelqu'un qui roule pour la première fois. Tu auras peur, tu as peur de bien faire, tu as peur de cracher la voiture, tu as peur de... Voilà. Et une fois que tu roules, mais il n'y a pas de secret, hein. Les heures de roulage font la perfection. Et après, tu viens dans un mindset où tu n'as plus peur. Et tu es plutôt dans le contrôle et dans la peur de bien faire. Enfin, ouais, plutôt un stress de vouloir bien faire et de faire juste de la tension, de l'adrénaline, plutôt que de la peur. Ouais. Alors du coup, par contre, pour un sim racer, évidemment, il n'y a pas l'aspect du risque. Est-ce que tu penses que c'est l'une des grosses différences qu'il y a entre le réel et le sim racing? C'est clair que ceux qui sont anti-simulateurs diront ouais, le simulateur, tu pèses ce reset et puis tu es de nouveau dans les pit lanes. Bien sûr, on n'a pas la peur, on n'a pas de sensation. J'ai jamais eu peur sur un simulateur, même qu'il soit poussé à un niveau extrême. Par contre, on a ce stress de vouloir bien faire, cette tension, cette adrénaline de la course. Ouais. Ça, on l'a, ça c'est clair. Maintenant, la peur, on n'aura jamais peur au simulateur. Si tu as peur au simulateur, il y a un problème. Ouais, c'est sûr. Alors, comme je disais avant, on va passer maintenant aux questions des abonnés sur les différents réseaux. Et il y en a eu pas mal, donc j'en ai sélectionné quelques-unes parmi celles qui ont été écrites. Et je vais commencer par celle de UJD qui pose la question: est-ce que tu as roulé sur simulateur professionnel avec ton écurie? Et est-ce qu'il y a une grande différence avec les simus de type rFactor 2, iRacing en particulier? Ouais, alors comme on l'a dit avant, les simulateurs type rFactor 2, iRacing sont utilisés jusqu'à un certain niveau, notamment dans les teams de formule à petit budget. On retrouve souvent des simulateurs développés sur ces jeux-là. Ensuite, quand on passe sur des gros simulateurs, on est sur un jeu qui est développé par la centrale qui fait le simulateur, enfin par ceux qui gèrent le simulateur, donc on est sur quelque chose totalement autre. Par contre, en ressenti, en visuel, on est à peu près similaire que du iRacing ou du rFactor. Okay. La différence, elle est un peu progressive, je dirais, entre le simulateur de salon jusqu'au simulateur semi-pro et le simulateur pro. Mais le gros step va se faire du moment où tu passes du simulateur développé par un jeu jusqu'au simulateur développé par la boîte, par le team, ou etc. Quoi. Ouais. Type Ferrari ou le simulateur du Mans, là c'est des trucs, c'est carrément une institution, le bâtiment, donc là on est sur quelque chose de pro. Quoi. Ouais, donc une grosse différence par rapport à ça, c'est sûr. Exact.
On a ensuite une question de Yoni qui demande est-ce que tu penses que l'ajout de l'aide électronique dans les voitures, ça n'a pas enlevé un peu de magie dans le pilotage et enlevé la possibilité aux surdoués de faire une plus grosse différence en course? Ben oui et non, parce que c'est clair que à l'époque ils avaient des voitures énormément puissantes, ils n'avaient pas forcément d'anti-patinage, etc. Mais c'était un autre monde aussi, les voitures allaient moins vite, faut pas oublier ça. À part en ligne droite, dans les virages ils allaient beaucoup moins vite. Donc bien sûr qu'ils avaient 1000 chevaux, ils avaient de la peine à les mettre sur le goudron. Maintenant si on enlève toutes les aides sur une Formule 1 actuelle, la Formule 1 elle est juste inconduisible parce que on arrive hyper vite dans les virages, parce que on a plus de 1000 chevaux à la sortie du virage, donc c'est pas possible. Moi j'ai eu l'occasion de piloter la LMP1 Rebellion qui était une propulsion seulement, on n'avait pas de traction, donc à la sortie du virage il y a quand même plus de 800 chevaux à poser par terre. Si t'as pas d'aide, tu vas passer les 300 premiers mètres à patiner. Donc au bout d'un moment, il faut quand même pouvoir le poser, que le pneu puisse adhérer. Et si tu n'as pas ça, tu vas faire du patinage constamment et tu vas user tes pneus. Donc c'est plus dans un but de recherche que dans un but, enfin de recherche de performance, que dans un but d'aide au pilotage qu'on a amené toutes ces aides. D'accord. Ouais. Et on continue avec une question de Amadidia qui demande comment un pilote pro fait-il pour être tout de suite rapide sur un event, là où un pilote de simulateur peut s'entraîner non-stop durant des jours et des jours? Alors je pense que c'est intéressant, parce que je pense qu'en simulateur on arrive, bien sûr au bout de 4 jours on arrive sur un niveau de pilotage qu'on n'arrivera jamais en vrai. Si on passait les heures qu'on passe au simulateur sur le circuit en vrai, le ressenti serait totalement différent. Moi j'ai par exemple eu l'occasion de faire, quand on était en GP3, on roulait sur le circuit de Yas Marina à Abu Dhabi. Donc on arrivait chaque fois à la dernière course de la saison, on faisait malheureusement peu d'essais comme chaque Grand Prix de GP3. Et on faisait sauf erreur, 30 minutes ou 45 minutes d'essais libres, 30 minutes de qualif, course. Donc c'était hyper rapide le week-end. Donc il fallait tout de suite se mettre dans le bain et essayer de donner le maximum dès que possible. Et après la course, 2 jours après, on avait les tests pour l'année d'après. Donc moi j'ai eu l'occasion de faire 2 ans de suite en GP3 dans le même team, ce qui fait que j'ai fait, après le week-end de course à Abu Dhabi, les 3 jours de test avec le team. Et j'ai pu du coup partir de la base que j'avais déjà et m'améliorer. Et à la fin des 3 jours de test, on était quand même presque plus d'1 seconde plus vite que ce qu'on était en qualif le jour de la course. Donc on atteint un niveau de performance, plus on roule, plus il est impressionnant. Du reste, quand on est au qualif, en GP3 c'est presque un peu, c'est pas à l'arrache, mais tu fais ton tour avec peu de repères, bien sûr tu essaies d'en avoir le maximum, mais tu as peu de repères, tandis qu'après ces repères, pendant ces 3 jours, ils s'améliorent et on devient vraiment hyper précis au niveau de notre ressenti, de nos repères, de nos points de braquage, de nos réaccélérations. Au niveau des réglages aussi, la voiture, on améliore énormément. Ce qui fait que je dirais qu'au début, on essaye d'être le plus performant possible, mais il n'y a pas de secret. Plus on va rouler, plus on va être rapide. Donc la performance, elle se fait, oui, on est rapide, mais après, si je me mets tout de suite sur le simulateur maintenant, je fais 5 tours, je vais réussir à faire un chrono. Bien sûr, si j'en fais 2 heures, je serai certainement plus d'1 seconde plus rapide, c'est normal. Donc la progression, elle est constante en simulateur ou sur le circuit. Le tour parfait n'existe jamais. Et dernière question de Ixiwar qui demande quelle a été ta plus grosse frayeur dans ta carrière? Plus grande frayeur, il y en a eu un peu plusieurs. Je dirais que mon plus gros crash, c'était à Manicourt. J'étais en Formule 4 et j'ai le trapèze avant gauche qui a cassé au freinage au bout de la ligne droite, et du coup je me suis retrouvé directement dans le mur à côté. J'ai eu un instant de réflexion pour juste me dire je vais m'écraser, et j'ai eu mal, donc c'est pour ça que j'ai eu peur. J'ai cru vraiment que je m'étais cassé la jambe sur le moment. Je me suis juste fait un gros hématome sur la malléole. J'ai les pieds qui sont venus taper fort dans la paroi de la voiture. Donc là j'ai eu peur, et la deuxième fois où j'ai eu aussi très peur, c'est au Mans où la voiture a pris feu. Donc là c'est une autre sorte de peur, mais donc j'étais au bord de la piste et ça a pris feu hyper fort, parce qu'on a les injecteurs de la voiture un des injecteurs qui a cassé en pleine course. C'est pour ça qu'on a abandonné malheureusement.
au milieu de la nuit, donc les flammes se voyaient bien. Ouais. Et heureusement, le feu s'est arrêté à cause de l'extincteur. Et puis j'ai pu après essayer de trouver un moyen de réparer, mais malheureusement on a abandonné. Donc ouais, les deux plus grosses fires sont là. Bah, merci beaucoup Mathéo pour toutes ces réponses et ces conseils. C'était un plaisir de te recevoir et j'espère qu'on aura aussi l'occasion évidemment de rouler en vrai ou sur Simeux par la suite. C'est clair. Et voilà, bah, merci beaucoup. Allez suivre la chaîne. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Un grand merci encore à Mathéo d'avoir pris le temps de venir ici et pour toutes ces réponses. Et merci à tous ceux qui l'ont regardé, j'espère qu'elle vous aura plu et appris plein de choses sur le sim racing et sur le sport automobile réel. Si vous avez aimé cette vidéo et êtes aussi passionné de sim racing, je vous invite à vous abonner à la chaîne, mettre un like. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!